Bonsoir et bienvenue à cette édition, le sommaire. L'ex-préfet du littoral au Bénin, Modeste Toboula, réagit suite au coup d'État au Burkina Faso et salue les mérites de l'armée béninoise. C'est à travers un post sur sa page Facebook. Nouvelle interpellation dans l'affaire de délivrance de passeports béninois à des étrangers. La prison civile d'Apromis-Sérété a accueilli un autre policier. Au terme de la 16e journée de la Ligue professionnelle de football, les entraîneurs de Dadje FC et l'Autopopo se sont livrés. Les détails dans cette édition. À nouveau, bonsoir. Modeste Toboula, ancien préfet du littoral au Bénin, n'est pas indifférent au coup d'État au Burkina Faso. Sur sa page Facebook, il a rassuré que le Bénin ne sera jamais détruit. Selon Toboula, l'armée béninoise est l'une des plus nobles et des responsables. Malheur à celui qui attire le mal sur son peuple. Malgré nos divergences, restons une nation, a suggéré l'ancien préfet sur sa page Facebook. Ce putsch au Burkina Faso suscite des commentaires un peu partout dans la sous-région. Mais est-ce la solution idoine à la restauration de la démocratie? À cette interrogation, les citoyens de la ville de Cotonou répondent au micro de Kanté Amoussou et Francis Fahami. Les militaires, ils peuvent régler en partie, comme les civils aussi peuvent régler. On a vu un militaire, ATT par exemple. La transition, il a pu régler le problème. Mais on a vu un certain Dadis Camara en Guinée-Conakry. Il a voulu s'accrocher. Est-ce que vous voyez? On ne peut pas dire que les militaires, d'emblée, c'est eux qui vont régler les problèmes. Mais ils vont régler en partie. Et ce n'est pas eux tous. Ils sont différents eux-mêmes. Il y a d'autres qui vont régler, il y a d'autres qui ne pourront pas régler. Et même problème de sécurité, c'est ça qui les a amenés, non? Mais est-ce que effectivement ils peuvent régler le défi sécuritaire? C'est pourquoi ils ont fait le coup d'État. Je souhaite que ça soit réglé. Moi, je ne souhaite pas que les militaires dirigent un pays, parce qu'ils ne sont pas là pour diriger le pays. Ils sont là pour protéger le pays, ils sont là pour protéger le peuple, ils sont là pour sécuriser les dirigeants civils. Lorsqu'on parle de la démocratie, n'est-ce pas? Donc, lorsqu'on en arrive là, c'est que les gens ont ras-le-bol, en ont ras-le-bol. Est-ce que vous voyez? Donc, ce qui se passe aujourd'hui au Burkina, il fallait s'attendre à ça. Parce que le djihadisme, ce n'est pas aujourd'hui que les gens font la lutte contre le djihadisme. Mais ça ne marche pas. C'est un jeu de mots. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Hein? C'est un jeu de mots. Eux-mêmes, ils savent ce qu'ils veulent. Parce qu'on dit, s'il n'y a pas quelque chose qui cloche, il n'y a pas le gong qui va sonner. Il y a quelque chose. Parce que dans notre sous-région aujourd'hui, c'est des terroristes qui font leur loi aujourd'hui. Mais lorsque dans un pays, nous n'avons pas l'armement, nous n'avons pas les outils nécessaires pour aller au front. Là, c'est la vie fatale de nos forces armées. Mais ça, moi, je prends ça là que ils ont pris ça là pour pouvoir faire leur jeu. Je voudrais lancer un appel au chef de l'État de mon pays, son Excellence Patrice Talon, que les pas qu'il a commencé à faire au niveau de l'armée, c'est-à-dire le problème des djihadistes sont venus, il y a eu des âmes rendues au niveau de l'armée, il a marqué certains pas, il est allé assister ceux-là. Je voudrais qu'il fasse un suivi aussi de ce processus, c'est-à-dire pas seulement suivre ces militaires qui ont succombé, même qui sont blessés, mais les assister. C'est le grand des problèmes. Les assister, répondre à leurs besoins, trouver des voies et moyens pour accompagner l'armée à assumer la sécurité, la libre circulation des personnes et des biens de notre pays.
Restons avec les citoyens de Cotonou face à la crise au Burkina Faso. Certains estiment que lorsque les dirigeants africains ne respectent pas leurs paroles, c'est normal que les militaires s'en mêlent. Quelques citoyens rencontrés dans la ville de Cotonou commentent l'interférence des militaires dans la gestion politique des pays africains. Ils sont au micro de Nosirine Fatoumbi et Atifa Olafa ainsi que Jeff Terongay. L'actuelle crise au Burkina par les militaires, puisque c'est des mutins, c'est la malgestion de la crise face aux djihadistes. C'est un mécontentement. Ce mécontentement a été dit. Ces soldats qui sont vraiment sortis, qui ne sont pas restés loin de leur garnison, ont bien dit, c'est la gestion de la crise face aux djihadistes que le chef de l'État est en train de faire, qui ne les a pas plu. Mais ce que moi je voudrais dire, qu'est-ce qui a amené ce problème? C'est la crise sécuritaire et surtout terroriste. Et la gestion de la crise sécuritaire. C'est ça qui vaut tout ça là maintenant. Il a fait des remaniements, des mutations au sein de l'armée. Mais jusqu'à présent, il n'a pas pu trouver la bonne solution. À vrai dire, on peut quand même constater que cela est dû au non-respect des tests de ces pays-là. Quand nos pays se sont dotés quand même d'un certain nombre de tests, il faudrait que nos dirigeants se fassent mandataires, c'est-à-dire qu'ils sachent qu'en les élisant, ils sont là pour respecter les tests et non chercher chaque fois à tirer le drap de leur côté, à aller à l'encontre des tests. Je pense que la plupart des cas, c'est des moments où les politiciens se sont décidés d'aller à l'encontre des tests. Et les forces de l'ordre garant quand même de la discipline et de l'ordre dans ces états-là et réagissent. Entre eux-mêmes, les politiciens, les mouvances, opposition, tout ça là, ils n'arrivent pas à trouver de solution. Et c'est comme si les militaires voient que c'est un appel du pied qu'on les fait. Et ils font des incursions au sein des armées et des régimes démocratiquement élus. Or, vous savez, tous ces cas que vous avez cités là ne sont pas les mêmes. Quand on prend le cas de la Guinée, c'est un monsieur qui, troisième mandat. S'il n'avait pas fait troisième mandat, lui, il n'allait pas avoir cette situation-là. Mais pour la situation du Mali et du Burkina, c'est un peu similaire. Quand vous prenez le Tchad, c'est une succession dynastique. Est-ce que vous voyez? Tout ça là, c'est toujours la faute du politique. C'est une tradition dans les pays africains. Parce qu'on dit quand il y a coup d'État, c'est toujours un militaire qui prend. Et même dans les constitutions, je dirais, dans ces pays africains-là, on dit que quand il y a crise, quand il y a vacance de pouvoir, tout ça, que c'est le militaire qui prête. Maintenant, comme ça, et moi, une fois que c'est dit déjà dans la loi d'un pays là, bon, c'est pour ça que souvent les militaires prennent. Nos chefs de l'État civils n'ont qu'à vraiment savoir gérer le pouvoir que le peuple les a donné. Quand à un moment donné, les gens ne peuvent plus s'exprimer, les gens ne peuvent plus dire ce qui se passe, voilà là où on peut venir. C'est inhérent, hein? C'est partout. Vous me demandez pourquoi les militaires sont actuellement au pouvoir dans certains pays. Excusez-moi, madame, c'est le ras-le-bol. La préservation de paix, là. Les organisations sous-régionales, régionales, quand on prend CEDEAO, Union africaine, francophonie, mais ils n'anticipent pas les trucs là. Ils voient les crises venues, mais ils n'arrivent pas à toujours trouver des solutions. C'est là le problème. Donc tant que c'est comme ça, on va déplorer de ces genres de situations. Moi, je conseillerais à nos dirigeants,
surtout à nos dirigeants, les présidents que nous avions élus, les chefs de l'État. Je ne dis pas les chefs du gouvernement, parce qu'un chef de gouvernement n'est jamais élu. Mais le chef de l'État, qu'ils descendent vers leur population pour sentir, ou bien pour voir, pour les écouter. Qu'est-ce qu'ils sentent, quelle douleur, quel est leur problème. Ils sauront comment les gérer, comment les aider à sortir de cette douleur. Ce qui se passe au Mali et au Guinée, bon, c'est que, en tout cas, c'est les Guinéens seuls qui savent un peu ce qu'ils vivent, quoi. Vous voyez un peu, l'autre côté, on dit Doumbouya a pris, et Goïta a pris, et il y a la situation comme ça, il y a les problèmes entre le Mali et la France. Tout ça là aussi, là, c'est pas bon pour le Mali aussi et pour la CEDEAO aussi. Ils n'ont qu'à faire tout possible pour trouver un terrain d'entente, quoi. Hein, pour mettre de côté même, je dirais, ce genre de situation. Quand à un moment donné, ça ne va pas, il y a des gens qui prennent leurs responsabilités. Que ça soit au Mali, que ça soit en Guinée, je ne sais même pas où ça s'est passé encore. Mais c'est des responsabilités prises par des militaires parce qu'ils ne peuvent pas être dans le pays et que nous voyons tout. Les militaires sont ce qu'ils sont, ils viennent au pouvoir. Vous voyez ce qui se passe au Mali et qu'on nous dit que la CEDEAO a intervenu. La CEDEAO était où quand on changeait tout au Mali? La CEDEAO était où? Je suis contre le fait que le président actuel malien dit qu'il faut faire 5 ans. Ça, je suis contre. Mais on peut revoir et bien voir la fermeture des frontières. Nous sommes des Africains. Hein? Quand les militaires réfléchissent et voient, nous sommes censés protéger une population. Mais pas le président de la République, c'est la population. Ils sont là pour la population. Quand ils sont là pour la population, c'est vrai, le chef de la République est premier. La première personne qu'il faut, mais la population. Quand la population est martyrisée, malmenée, les militaires qui sont vraiment censés rester dans leur truc là, se soulèvent parce que... Le président français Emmanuel Macron a effectué une sortie ce mardi 25 janvier 2022 au micro de Radio France Internationale. Monsieur Macron a condamné ce putsch au Burkina Faso où les militaires ont annoncé avoir chassé du pouvoir le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré. Selon le chef d'État français, la CEDEAO a condamné dès hier ce nouveau coup d'État mené par les militaires, ce que soutient la France puisque le président Kaboré a été démocratiquement élu par son peuple à 2 reprises. Notre priorité est évidemment que d'abord son intégrité physique soit préservée et que le calme puisse être maintenu. Il est clair que cette situation demeure préoccupante compte tenu de ce qui s'est passé depuis l'été 2020 au Mali, de ce qui s'est passé ces derniers mois en Guinée, a déclaré Emmanuel Macron. Il pense que la région doit être appuyée dans sa volonté de maintenir des transitions civiles et des élections démocratiques. Tôt ce matin, il faut préciser que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé que les coups d'État militaires étaient inacceptables, réclamant aux militaires en Afrique de l'Ouest de défendre leur pays, pas d'attaquer leur gouvernement. Autre élément dans cette édition, le vote du nouveau Code général des impôts fait objet de commentaires et de critiques, raison pour laquelle il importe de découvrir cet outil. Le Café Média Plus de ce 21 janvier s'est penché sur le sujet avec le spécialiste Alain Babalao. Au micro de Carles Kitome, il évoque les enjeux de cet outil juridique. Parce que déjà, en 1997, les entreprises de presse ont pensé que la presse pourrait avoir une fiscalité particulière. Mais ce n'a pas été le cas. Elles sont taxées ou bien imposées comme toutes les autres entreprises. Et déjà, vous avez mené une bataille tout dernièrement qui n'a pas porté ses fruits, parce que le nouveau Code général des impôts n'a même pas parlé des entreprises de presse. Ce qui veut dire que en matière fiscale, il y a chaque fois une évolution. Mais l'évolution concerne
un secteur donné, mais ne concerne pas d'autres secteurs. C'est pourquoi on dit nouveau code. Et d'abord, quels sont les enjeux économiques et sociaux d'un code général des impôts qu'on ignore souvent. Et on va parler un peu de ce qui est dans ce code-là, les obligations fiscales des entreprises de presse et les associations corporatives. Et le Code général des impôts, c'est un document juridique qui contient l'ensemble des textes fiscaux et les règles qui régissent la fiscalité au sein d'un pays donné. Donc, le Code, c'est une arme. Et on ignore souvent qu'on donne cette arme aux gouvernants lorsqu'on les élise, lorsqu'on les choisit. Souvent, on pense que le président, quand il est élu, il a seulement une arme politique. Mais il a une autre arme. Et l'arme, c'est l'arme fiscale. Et ça, cette arme fiscale est beaucoup plus dangereuse. Parce que quand le président, le candidat, il a fait son programme, on ne s'interroge même pas là où il va trouver les moyens. Mais il va trouver les moyens, c'est le code, en appliquant le Code général des impôts. Donc, le Code général des impôts est une arme, et cette arme, le président l'utilise, et cette arme est appelée à être actualisée chaque année par le vote du budget. Donc, le Code général des impôts, ce n'est pas un code statique. Chaque année, ce code est actualisé. C'est pourquoi on parle du Code général des impôts 2020, 2021, 2022, et ainsi de suite. Dans l'affaire délivrance de passeports béninois à des étrangers, une nouvelle interpellation. Ce mardi 25 janvier 2022, un autre policier a été arrêté et déposé à la prison civile d'Akromissérité. L'ex-directeur de la DEI, Florent Edgar Agbo, des policiers et plusieurs autres individus sont placés sous mandat de dépôt à cet effet. D'autres en cavale sont recherchés par la police. Ouvert ce lundi 24 janvier, il faut rappeler que le procès de l'affaire de passeports délivrés aux étrangers est renvoyé au 7 février 2022. Spiritualité à présent, la divinité Dan est l'une des divinités originelles du panthéon vaudou. Elle est diversement représentée. Pour plus de précision, suivons le prince Zedeka Kanhoronu au micro de Jacques Marion d'Almeida. Depuis la nuit des temps, nos ancêtres avaient l'habitude de pratiquer nos réalités. Et parlant de ces réalités-là, nous avons 4 divinités originelles, que sont Rebioso, le dieu du tonnerre, on en a parlé l'autre fois. Nous avons Sakwata, le dieu de la terre, Gaïa, chez les Romains, et Geb, chez les Grecs. Nous avons également Dan, Saint Uriel, chez les chrétiens, dans le syncrétisme religieux. Et nous avons au goût Saint Raphaël, voilà, dans le syncrétisme religieux. Donc aujourd'hui, particulièrement, nous voulons invoquer, parler, expliquer des choses par rapport à la divinité Ogu, Sakwata et Dan Aolo, Gada, Gedi, Gada, Hanson, Boto, Abrade, Vorome, nous sommes le Jiba Vansaï, Hazara, Fau, Ouvlement, Fau, Amekontira Notizo, Baba, Lugo, Alpha, Rouleton. Voilà, Dan. Il y a Dan, Aido Wero, la mère de toutes les divinités Dan. Maintenant, il y a Avedi Dan, de la bouse des montagnes. Dan, pour tout dans ton nom, Avedi Dan, nous avons aussi Dan, Mami. Ça, c'est la reine des océans. Je vais évoquer en général dans les signes de Dan. Quelqu'un qui est sous le signe de Dan. D'abord, la divinité Dan est la divinité dépositaire de la richesse, de l'opulence sur cette terre. Si vous voulez avoir la richesse matérielle, financière, et la richesse n'est pas que financière, n'est pas que matérielle, elle est aussi intellectuelle, elle est aussi en connaissance, elle est aussi en sagesse. La divinité Dan est dépositaire, mais surtout, c'est le côté financier et matériel qu'on voit. Donc, Dan est la divinité par excellence de la galanterie, de la propreté extrême.
Lorsque vous êtes incarné par la dignité Dan, vous allez voir, ce sont des gens qui sont propres, qui aiment le chichi, qui aiment être chic. Ils aiment être chic, ils aiment être propres, ils aiment les parfums haut de gamme, ils aiment la propreté extrême. Lorsque vous allez chez eux, tout est au point. Ils n'aiment pas être souillés physiquement et surtout spirituellement. Ils aiment là où il y a la clarté, il y a la vérité. Ils sont dans source de vérité. Ils n'aiment pas l'injustice. Lorsque vous êtes sur le signe de Dan, vous n'aimez pas l'injustice, je l'ai dit tantôt, vous n'aimez pas l'injustice, vous n'aimez pas que votre prochain souffre à côté de vous. Et quels sont les signes? Dan a l'habitude de faire des signes annonciateurs aux individus, aux personnes qui l'incarnent, sans que la personne le sache. Mais il faut au préalable faire des consultations pour déterminer de quel type de Dan il s'agit. Maintenant, avant de venir aux différentes consultations, on va dire les signes annonciateurs. Quels signes la dignité Dan fait dans la vie d'un individu qu'il incarne ou bien qu'il veut incarner. D'accord? Quels sont ces signes? Lorsque vous dormez, ou bien vous rêvez, vous voyez dans l'eau. Vous voyez tout le temps dans l'eau. Non, ne dites pas que c'est la sorcellerie, non. Ça n'a rien à y voir. Vous rêvez, vous voyez souvent dans l'eau, ou bien vous voyez entouré d'eau, ou bien vous voyez dans la mer, dans les bas-fonds, dans les eaux douces, ou à la plage. Sachez que vous êtes sur le signe de Dan. Sport. Au coude à coude avec Dragon FC au classement, l'équipe de Jeffa a coiffé son rival en emportant le gain de la partie sur la plus petite des marques. Quelques acteurs ont donné leurs impressions à la fin de la rencontre. Propos recueillis par Colombo Oussou. Nous l'avons obtenu dans la douleur, mais la finalité, c'est les 3 points qui comptent et c'est une satisfaction. Cette rencontre, ce serait une finale. Donc gagner ou pour rester dans la course, comme on l'a fait depuis 5 journées. Donc nous allons nous préparer. Nous sommes en déplacement, mais vous voyez, nous connaissons l'adversaire. Ils sont venus ici, on a fait un match nul. Donc voilà, on connaît déjà ce que c'est que Sobimap. Donc nous allons nous préparer par rapport à ça pour aller faire un bon match là-bas. Je pense que ils n'ont pas respecté les consignes en première partie et ça a joué. À la deuxième mi-temps, ils ont compris un peu ce que nous voulons et ça a donné ce que vous avez vu. C'est une chance pour nous d'aller jouer encore 2 matchs. Nous allons faire l'effort de prendre les matchs comme chaque fois une finale et jouer notre chance. Je suis fier d'avoir joué avec cette équipe. C'est une équipe qui, vraiment, au premier moment, on avait trop de problèmes. Mais on rend grâce à Dieu. Ces fois qui passent maintenant, on surmonte. C'est une histoire qu'on veut écrire. On n'a pas peur, puisqu'on a eu à faire les difficiles. Actuellement, nous, on sait que toutes les équipes qui veulent nous affronter maintenant ont peur de nous, puisqu'ils savent de quoi on est capable. On ira jouer, on va remporter la victoire par la grâce de Dieu. Dadje FC a battu l'Autopopo au stade Omnisport de Aplaroué pour le compte de la 16e journée de la Ligue professionnelle de football. Après cette rencontre, les 2 entraîneurs expriment leurs assurances de se qualifier en Super League Pro. Suivez le propos recueilli par Anaël Dou. Moi, ce que je trouve qui est bien, c'est bravo pour les joueurs, bravo pour l'ensemble du club qui œuvre avec la SONEB dans le but de réussir quelque chose. On accède à la Super League Pro, mais ce que je trouve, c'est le football béninois qui est en train d'évoluer. Quand on voit ce genre de prestations, comme les prestations grâce au terrain synthétique qui a été mis en place au Bénin, c'est que du bonheur parce qu'on trouve que maintenant le football avance. On n'est plus dans un combat, mais on essaye toutes les équipes de produire du bon football. Et je pense que les spectateurs doivent savourer de voir un bon football et de nombreuses actions de but. Donc bravo déjà au chef de l'État d'avoir mis en place un tel projet. Et bravo à toutes les équipes d'essayer de réussir donc à essayer de produire un bon football. Les objectifs, c'est déjà, je dirais ce que je viens de dire, produire un bon football, faire plaisir à tout le monde, et puis d'essayer faut être clair, d'être le plus haut possible. Maintenant, ça va être intéressant de rencontrer les autres équipes. Je ne sais pas si ce sont des équipes plus, je dirais, d'ordre athlétique ou plus joueuses. C'est ce qui fait le charme de ce championnat, où on va rencontrer 12 autres équipes complètement différentes. Je tiens à féliciter Dadje pour la qualité du match. Je crois que c'est des matchs comme ça que l'on veut voir en termes tactiques, en termes de maîtrise technique. Je crois que c'était un match plaisant à voir. Bien sûr qu'on va se qualifier. Il nous reste 2 matchs à domicile.
Il y a des équipes à qui il leur reste un match. Et donc il faut gagner les 2 matchs à domicile et on va se qualifier. La bonne nouvelle, c'est que toutes les équipes se sont renforcées. Le niveau du championnat est bien meilleur. Donc nous, l'objectif, bien sûr, c'est de nous qualifier et puis de jouer pour garder notre titre. Toujours sport dans cette édition, la Ligue Pro Football de Bénin aborde sa 17e et avant-dernière journée ce mercredi dans la zone C. Chaude empoyade entre Adidja et Aspak à Djefa. 2 points séparent les 2 équipes au classement. Duel au sommet entre Coton FC et Éternel FC. Défaite interdite pour Éternel. UPONM reçoit AS Cotonou au campus de l'UAC. Duel de mal classé entre Sitatunga et la Lanterne Rouge AS Police jeudi dans la zone T. Choc entre 2 prétendants à la Super League Pro JSP et Dragon à Jean-Pierre de Gascon de Bobet déjà qualifié. Asvo accueille Jack en ballottage avec 4 autres clubs à Adjoung. Dans la zone B, le champion titre Lotopopo, pas encore qualifié pour la Super League Pro, va s'opposer à Soleil FC avant-dernier à Grand Popo. Le leader Espoir FC de Savalou va affronter l'AS Tonnerre qui est embuscade derrière Loto avec à 3 points. Dans la zone A, derby du Septentrion entre Beke et Buffle à Bembereke. Takuni reçoit Panthère Akondi. Sur le continent, le Cameroun et la Gambie ont rejoint ce lundi la Tunisie et le Burkina Faso en quart de finale de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les Lions indoptables se sont employés pour arriver à bout de la vaillante équipe des Comores 2-1. Les Scorpions rouges de la Gambie ont surpris le Sili national de la Guinée-Conakry sur la plus petite des marges 1-0. Sénégal, Cap-Vert et Maroc-Malawi sont les 2 8e du jour. C'est tout pour cette page sportive et ainsi prend fin ce journal. Merci d'être resté à nos côtés. Bonne soirée à toutes et à tous et à demain.